Bonjour tout le monde, très heureux de vous retrouver pour la suite des aventures de Coraline, avec une session assez particulière puisque on va d'abord se poser gentiment dans la bibliothèque. On va se trouver un petit coin lecture. Alors, je m'étais regroupé ici, mais en fait, ce n'est pas le bon endroit. Parce que la bibliothèque, si je me souviens bien, elle doit être dans le donjon. En bas à droite dans le donjon. Et si je veux parcourir les rayonnages et surtout récupérer les livres qui vont nous intéresser, les trier déjà un petit peu, eh ben je crois que je ne l'avais pas fait. C'était la réflexion de la nuit. C'est vous dire si c'était une nuit assez intense. Alors, on doit aller là. Qu'est-ce que j'avais noté par précaution dans le journal sur les notes à suivre? Enchantement, biographie, lecture, livre. Ah oui, la biographie aussi, ça peut être assez intéressant parce que on en a quand même une page. Où est-ce qu'on trouvait ça déjà? Cora. Ah bah, c'était dans le journal. Journal, biographie. Incroyable. On a de quoi faire, c'est sympa. On verra ce que ça raconte à ce stade. Les visions, ah oui, non, ça c'était la toute première vision. Je pense qu'ils l'ont laissé pour se remémorer au cas où, si on avait eu besoin de savoir pourquoi finalement on avait lancé Pillars, enfin, pourquoi on était dans cette aventure-là. Le démarrage. Alors, comment je vais faire? Bah, je crois que tous les bouquins, je vais les placer dans la réserve et puis on les lira à partir de la réserve, sinon ça va engendrer des manipulations qui vont être compliquées, un peu fastidieuses. Donc je pense être au bon endroit. Et puis alors, ensuite, lorsque nous aurons fini cette lecture, il faudra, Alot, tiens, vas-y, récupère Alot. Alors, j'ai dit, on met ça dans la réserve. Qu'est-ce que je voulais dire, moi? Oui, une fois qu'on aura fait notre session lecture, il sera temps de descendre pour aller régler son compte une bonne fois pour toutes à cette chère dragonne d'Adra. Et là, ce sera pas une simple affaire, je crois on ne va pas rigoler. Alors le principe, ce sera de tester le combat 2 fois, sachant qu'on a déjà testé une ou 2 fois, hein. Mais de passer les niveaux et puis de se friter, voir ce que ça donne. Je suis plutôt généralement optimiste, hein, dans la vie de tous les jours, mais sachez que pour les combats, et je l'ai déjà dit, hein, mais pour les combats contre les gros dragons comme ça, à mon avis, il va falloir baisser la difficulté. On va voir ce que ça donne. Le tout finalement, c'est d'aller au bout du combat sans perdre réellement la vie de l'un de nos compagnons. Quoique ça pourrait être ultra roleplay, hein, mais ça me ferait mal aux miches quand même. Voilà, ça y est, on a tout récupéré. Alors, si on fait un petit tri, parce qu'on doit avoir des doublons là-dedans, les bouquins sont où? Ça, ce sont les ingrédients, on s'en fiche. Voilà, ça doit être là-dedans. Comment on peut les trier? Type d'objet. Ah ouais, mais il y a beaucoup de doublons, donc il n'y en a pas tant que ça. Je m'attendais à avoir une collection beaucoup plus... Ah, on peut pas fermer seulement. C'est dommage. Ouais, de toute façon, je suis obligé de garder ouvert l'interface de Coraline. Bon, bah, c'est pas grave. Ici, personne n'a de livre. Réserve. Alors, que je reprenne. Ça, classé par type d'objet. C'est pile poil ça. J'ai investi. Eh, si ça se trouve, j'ai toute la collection des animaux de compagnie. Ces petites bestioles qui ne servent à rien. C'est fort possible, ça.
Tiens, le codex d'Amaïa se retrouve là dans les objets autres. Ok. Bon, ben, on y va. Alors, les lettres, on s'en fiche. Finalement, ça va être que ces 3 rangées de bouquins que nous avons là. Parce que après, ce sont des, comment on va dire, des pages, des livrets, des carnets, des notes que l'on a trouvées, mais qui concernaient des différentes quêtes qu'on a faites. Testament du Seigneur Valtas. Ah oui, c'est vrai. Ok, allez, les amis, vous êtes bien installés? Non, on va. C'était qui ça? C'était Durance. Tiens, Sagani, tu vas te mettre avec lui. Donc, c'est qui ça? Pallegina, elle va s'asseoir sur le tabouret. Eder autour de la table avec Alotte. Et puis Coraline va se mettre là, au milieu. Regarde-nous, Coraline. Et puis c'est parti pour le premier ouvrage. Alors j'espère qu'ils vont nous les classer par ordre, par suite. Aïe, Admet Adred volume 2, il va m'en manquer. Ah, et Edrang Adret. Et là on a encore du Adret. Tiens, c'est marrant, il m'en manque certains volumes. Les vers, la 4e, 5e, 6e. D'ailleurs, où deuxième partie, et ça, oui, c'est ça. Comment ça se fait qu'il m'en manque? Ah, je sais pourquoi. C'est parce que j'ai pas fouillé tous les contenants, notamment dans les maisons, et je pense que c'est là où on aurait trouvé l'intégralité. Bon, c'est pas grave. On va remonter, on va démarrer par vie et découverte de Pangram. De mémoire, Pangram, c'est un dieu actuel. Vie et découverte de Pangram. Mentionnez le nom de Pangram à quiconque possède des rudiments d'animancie et vous risquez de vous trouver engagé dans une très longue discussion. Publiquement décrié mais considéré comme un héros et un génie en privé, l'histoire de Pangram est à la fois révolutionnaire, horrible et mystérieuse. Pangram était fasciné, obsédé selon certains, par le concept d'animancie. Il ne vivait que pour essayer d'en comprendre le fonctionnement. Il se rendait fréquemment à Eir-Glanfat et au Dyerwood pour visiter les ruines Engwitan, où il prenait des notes et faisait des croquis ramenant avec lui tous ceux qu'il pensait pouvoir l'aider à résoudre les énigmes auxquelles il était confronté. Après des années d'études, Pangram avait atteint le point où il ne pouvait plus mener toutes les recherches lui-même et prit un assistant, Elig de Tain. Bientôt, Elig faisait les trajets jusqu'à Eir-Glanfat à la place de Pangram, récoltant des indices et des informations pendant que Pangram menait les expériences. Ce partenariat s'avéra rapidement profitable et Pangram fit une découverte qui pouvait changer irrévocablement sa vie et le regard des gens sur l'animancie. On ne connaît pas les détails de l'expérience en question, mais l'histoire veut qu'il ait demandé l'aide de sujets vivants pour participer à une expérience dangereuse qui pourrait changer leur vie ou y mettre fin. Les mourants étaient particulièrement encouragés à se manifester. Pangram eut un tel nombre de réponses qu'il n'eut qu'à choisir les corps qui l'intéressaient parmi les volontaires. C'est à ce moment qu'il fit sa découverte. Il avait trouvé un moyen de lier une âme à son corps afin qu'elle ne le quitte plus à sa mort. Il venait de découvrir la vie éternelle. Ses recherches et le travail de toute une vie lui avaient permis de faire la plus grande découverte que l'on pouvait espérer en animancie. Ses conclusions furent publiées et se répandirent rapidement dans tout Velia et au-delà. Et alors que certains groupes comme l'église Woudican dénonçaient son travail comme un blasphème et une hérésie, de nombreux autres le mirent en pratique. Tout le monde voulait sa chance d'atteindre l'immortalité. Mais tout a un prix. Il devint vite évident que simplement lier l'âme au corps tout en gardant la personne techniquement vivante
n'apportait rien au corps qui continuait sa décomposition, altérant et pervertissant l'âme qu'il contenait. Les créatures ainsi créées étaient dangereuses, des monstres carnivores qui tuaient brutalement et sans distinction. Le contre-coup fut impitoyable. Il fut interdit de mettre en pratique les découvertes de Pangram. Ses travaux furent réunis et brûlés. Ellig et lui furent dénoncés comme hérétiques et traqués, chassés de ville en ville jusqu'à ce que Pangram disparaisse, tout simplement. Ellig fut traqué, capturé et jugé pour les atrocités commises contre Velia et son peuple. Le procès n'était qu'une formalité destinée à énoncer les chefs d'accusation, car tout le monde savait dans quelle mesure il avait participé au désastre. Il passa des années en prison, mais finit par être relâché une fois l'indignation publique apaisée. Peu après sa libération, il disparut à son tour. De temps à autre, on entend parler d'une copie des théorèmes de Pangram qui, ayant échappé au brasier qui avait consumé ses congénères, aurait été découverte. Mais il s'agit rarement d'autre chose que de rumeurs. De nombreux groupes et riches individus ont laissé entendre qu'ils étaient prêts à payer n'importe quel prix, de l'or, des joyaux, des titres, pourvu qu'on puisse leur trouver une copie des théorèmes, car certaines personnes sont prêtes à tout pour acquérir l'immortalité, même à devenir un monstre. Alors je me suis bien planté, Pangram, c'est pas du tout un dieu, c'est le type qu'on avait... dont on a entendu parler avec Ellig de Tain en haut de la tour, quand on a visité la tour dans le cimetière de Bédu Défi. Vie et découverte, ok, ça c'est fait. Texte sacré Skaénite, alors eux ce sont de sacrés abrutis. Brûle, ressens ta haine entortillée en toi, nourris-toi de sa bile. Alimente-toi de sa colère. Cette haine, cette bile, cette colère seront les outils de ta rébellion. Laisse ton cœur fulminer. Il n'y a pas de satisfaction dans la confrontation ouverte. Cache ta haine. Laisse-la croître pour mieux suppurer. Ourdis tes complots en secret. L'esclave silencieux reste dans l'ombre. Son visage ne cherche pas la lumière. Dans les ténèbres, il travaille. Dans les ténèbres, il se déplace. Rebelle-toi contre ceux qui veulent te contrôler. Rebelle-toi contre ceux qui veulent te supprimer. Bon, les Skaénites, peuple très sympathique. Nous avons les textes sacrés Bératian. Contemple, ô fidèle, le visage de ta transformation. Ne crains pas le voyage quand le portail s'ouvrira. Deviens un avec la roue, le cœur content et la mine réjouie, car la porte s'ouvrira pour tous quand le temps viendra. Qu'il soit riche ou influent, roi, dirigeant, fort ou puissant, aucun ne peut échapper à son étreinte. Bérat t'accompagnera à travers la porte et tu renaîtras, ta vie mortelle renouvelée. Ainsi va le cycle, ainsi va la vie, ainsi tu iras toi aussi. Tu approcheras de la porte et l'inévitable s'approchera de toi. Ne tourne pas le dos au portail, ne dis pas non à une nouvelle vie. Suis le chemin et accueille le changement, ou bien affronte le chevalier qui t'accompagne et mène tous les hommes à leur destination. Tu es mortel, tu deviendras crâne. Tu es clos, tu dois tourner la clé. Tu es scellé, tu dois franchir le seuil. Bon, un peu particulier comme texte, hein, mais forcément, ils aiment bien ça. Saint Whedon, un fermier devient Dieu. Alors ça va intéresser fortement Eder. Quand on évoque Whedon, la plupart des gens ne pensent qu'à une chose, le marteau divin. Mais alors que cet événement résonne à travers les époques et que ses effets se font encore ressentir des années après la destruction du pont d'Evandale, les débuts modestes de Whedon ne permettaient pas d'imaginer la puissance qu'il posséderait ensuite. Fils de cultivateur de Vorlas,
Whedon vivait simplement dans un coin reculé de Retseras. Il travailla d'arrache-pied avec son père pendant 22 ans jusqu'à la mort de ce dernier. Il lui revint alors de gérer la ferme. Il envisagea d'abord de la vendre, mais n'ayant aucune autre compétence, il devint à son tour cultivateur de Vorlas. La vie de Whedon ne comporte aucun événement marquant durant les 4 ans qui ont suivi la mort de son père. Puis un jour, alors qu'il travaillait dans les champs, sa vie fut irrévocablement changée. Voilà comment il raconte l'événement. La nuit tombait. Les doigts du crépuscule s'agrippaient déjà au ciel. Le soleil avait plongé de l'autre côté du monde et les étoiles pointaient au-delà du voile. Tout était calme et l'obscurité avait recouvert le champ. Je déposais ma récolte du jour dans la réserve quand soudain une lumière brillante surgit derrière moi. Je me retournai, ne sachant ce qui avait pu causer un tel rayonnement. Derrière moi se tenait une silhouette aveuglante, resplendissante et glorieuse. Sa chair blanche rayonnait d'un éclat luminescent. Sa tête était une boule de lumière aveuglante plus brillante que le soleil de midi pendant l'été. Je détournai le regard de peur d'être foudroyé pour avoir osé regarder une telle créature. Une paix soudaine m'envahit, balayant ma peur et calmant mon âme troublée. Une boule de chaleur aimante m'enveloppa et alors que je restais figé sur place en essayant à la fois de voir cet être éblouissant et d'échapper à son propre regard perçant, j'entendis une voix me parler. « N'aie pas peur, me dit-elle, car tu as été choisi entre nous tous pour être l'élu. Tu seras la lumière apportant la renaissance d'un empire. » La silhouette tendit alors ses mains et m'accorda une vision d'une puissance telle que je pouvais à peine la contenir. Whedon, négligé et sale, arriva en trébuchant dans son village le jour suivant, racontant à qui voulait bien l'écouter le miracle qui s'était produit dans son champ. Éotas lui-même, déclara-t-il, lui était apparu. Il devait punir le gouverneur Ediran pour avoir mené son peuple à la ruine. Le moyen de faire cela lui serait accordé et tous les croyants qui l'aideraient seraient bénis lorsque la divinité se manifesterait. Les villageois l'ignorèrent, convaincus que la perte de ses parents avait eu raison de son esprit. Mais Whedon continua à prêcher le pouvoir d'Éotas et la corruption du gouverneur, attirant sur lui l'ire des habitants. Ses confrontations avec les villageois atteignirent un point culminant un jour d'automne. Une foule s'était rassemblée autour de Whedon, le raillant et lui intimant de quitter le village. La récolte de Vorlas avait été particulièrement mauvaise cette saison et les villageois blâmèrent Whedon, disant qu'il avait contrarié les dieux, et en particulier Éotas avec ses blasphèmes. Ils l'entraînèrent vers un champ dont les plantes étaient flétries et lui enjoignirent de partir. On ne sait trop ce qui fut l'élément déclencheur. Certains disent qu'une pierre avait été lancée, d'autres qu'il avait été poussé, ou encore qu'il avait trébuché sur une racine dépassant du sol. Peu importe la raison, Whedon tomba face contre terre au milieu des villageois qui le regardaient en riant. « Assez !» L'injonction retentit dans le champ d'une voix qui n'était pas celle de Whedon. Ce dernier leva la tête vers la foule et ses yeux brillaient d'une lumière blanche aveuglante. Soudain debout, il les regardait. Il ne s'était pas levé. Un moment, il était au sol et le suivant, il se tenait face à la foule apeurée. « Vous osez me rejeter ?» dit la voix par la bouche de Whedon. « Vous osez dire non à mon serviteur ?» Whedon leva les bras et ceux-ci se mirent à luire. « Vous osez demander des preuves ?» Il écarta les bras en croix. « N'en demandez jamais plus ou soyez brûlés dans la lumière de la nouvelle aube. » Les yeux de Whedon laissèrent soudain s'échapper un éclair de lumière, et le champ se retrouva animé de vie. Les plantes, auparavant flétries et sèches, étaient maintenant vertes et pleines de vie. La foule était prostrée, quelque part au milieu d'elle retentit un cri. « Loué soit Éotas !»
puis ils tombèrent tous à genoux devant Whedon, le fermier devenu Dieu. Ok, ça t'a plu, Eder? Je pense que ça t'a plu. Alors que je fasse attention, certains vont être dans l'ordre, non, jusqu'à... Ah non, ok, l'énigmatique. Ah d'accord, il n'y a que le Direwood qui fait une collection finalement. Ensuite, nous avons Prière et Otasiane. Et le soleil transpercera les ténèbres, nouvelle aube arrivant avec la renaissance du jour. Réjouissez-vous, ô vous qui vivez dans l'ombre, qui êtes brisés et vaincus. L'hiver est bientôt fini. Le printemps arrive, il apporte la lumière et la vie dans le monde. Lumière rayonnante, vie rayonnante, et ton âme trouvera la chaleur dans ses bras. Toute créature jouit de sa gloire. Le monde est baigné des rayons de son visage qui marquent la fin de la nuit et hâtent le jour. Agenouille-toi devant lui et émerveille-toi de sa bienveillance sans la chaleur de sa présence rayonnante. Si tu es brisé, il te réparera. Si tu es dans les ténèbres, il t'emmènera dans la lumière. Si tu as péché, tu renaîtras. Si tu as froid, sa chaleur te réchauffera. Comment puis-je, moi, si misérable et si lasse, trouver les bons mots pour t'adorer? Tes yeux qui voient mes péchés, mais me renvoient quand même ton amour. Tes mains dont l'étreinte m'a tiré des ténèbres, tes oreilles qui entendent chacune de mes prières, ton cœur éblouissant comme l'aube et qui me réchauffe quand je suis perdu. Éotas, lumière du printemps, soleil du monde, tu me redonnes vie. Si ton cœur est sombre, si tes intentions sont impures, ta vie est perdue. Car il a vu, il peut voir, il verra. Rien ne peut échapper à sa gloire. Sa lumière touche tous les recoins du monde, rien ne peut échapper à son regard. Si tu agis dans le noir, si tu veux cacher tes actes, tu seras brûlé par le soleil de la nouvelle aube. Le jour approche, prépare-toi à l'arrivée de l'aube. Il n'est rien qu'il ne peut atteindre. Bon. C'était une prière éotasienne. Monstre de l'archipel du feu éteint. L'archipel du feu éteint, on en a déjà entendu parler et peut-être que dans mon souvenir, c'est là où se passe Pillars 2 avec tous les bateaux, les pirates. Il me semble. L'archipel s'étend entre le grand océan oriental et l'océan agité et compte des centaines d'îlots au milieu de l'eau. Peu osent braver ces rapides dangereux et encore moins en sont revenus pour faire le récit de leurs aventures. Voyager entre les deux océans est virtuellement impossible. De grandes tempêtes matraquent tout navire assez téméraire pour y naviguer. Cela devrait être suffisant pour dissuader quiconque de tenter la traversée, voyant d'innombrables embarcations disparaître, jetées contre les rochers. Les conditions climatiques et les redoutables rochers ne sont qu'un avant-goût de la véritable horreur de l'archipel, les terreurs des profondeurs. Personne ne sait combien de créatures rôdent dans les océans, attendant que les matelots sans méfiance glissent dans leurs eaux. Mais nous en connaissons certaines. Le ravageur barbelé, un requin géant connu pour enfoncer les navires de passage, essayant de faire passer les marins par-dessus bord et de briser la coque. Il possède de formidables épines saillantes sur le côté et à l'arrière que l'on pense empoisonnées. Le plus grand ravageur barbelé observé, par des survivants, avait une longueur estimée à plus de 9 mètres. Sympathique. Nous avons le serpent sinueux, un peu plus petit que le ravageur, mais potentiellement plus long. Le serpent sinueux attaque par petits groupes, généralement de 3 à 8 individus. Il possède de longues têtes pointues, rappelant assez celles du barracuda. Comme le ravageur, il enfonce de manière répétée les flancs d'un navire, espérant le fendre ou faire passer quelqu'un par-dessus bord.
Ils sont également connus pour nager depuis les profondeurs et jaillir hors de l'océan, atterrir sur le pont et se jeter sur les membres de l'équipage avant de plonger à nouveau dans l'océan. Le Léviathan. Imaginez la plus grande baleine que vous ayez jamais vue. Le Léviathan est au moins 10 fois plus grand. Le temps qu'un navire aperçoive un Léviathan, et il est déjà trop tard. En surgissant des profondeurs, l'eau autour d'eux commence à tournoyer, créant un tourbillon. Le corps du Léviathan entoure le malheureux navire, l'empêchant de s'échapper, et en redescendant, l'énorme gueule s'ouvre, plongeant chacun à bord dans des eaux mortelles. Paulpovir. Toutes les créatures évoquées dans ce livre ne sont rien en comparaison du Paulpovir. À peine de la taille d'un homme, ceux qu'ils n'ont pas en taille et en force, ils le compensent par leur nombre et par leur méchanceté terrifiante. Leur moitié inférieure est constituée de tentacules, comme ceux d'un poulpe ou d'une pieuvre, mais plus nombreux. Les tentacules sont de longs fouets noirs, dotés de ventouses sur la face inférieure et de petits barbillons épineux sur le dessus. Le nombre même de tentacules leur offre une vitesse effrayante au sol, les faisant avancer presque aussi vite qu'un cheval au galop. Tandis qu'il ressemble vaguement à un humain jusqu'à la taille, tout examen approfondi réfute catégoriquement cette hypothèse. De longs cheveux noirs et filandreux tombent du haut de leur tête pour recouvrir un visage issu directement d'un cauchemar. Une bouche large et béante découpe le bas de sa tête d'une oreille à l'autre, remplie de dents aiguisées comme des dagues diaboliques. Des grands yeux ronds sont enfoncés dans sa tête noire comme le charbon brûlant d'un feu malveillant. Une petite antenne dépasse du milieu de son front, se terminant en un simple nodule qui peut luire d'une étrange lumière bleue. On peut imaginer un marin sur le pont de son navire la nuit, regardant l'eau noire et son sang se glaçant lorsque d'innombrables lumières apparaissent à la surface de l'eau, voyant un essaim de Paulpovir fondre sur lui. Parce qu'ils semblent plus proches du poulpe que de l'homme, ils peuvent s'effondrer sur eux-mêmes, se faufilant dans des interstices comme personne ne pourrait le faire. La plus petite fissure dans une coque, la plus mince séparation entre des planches, leur offre un point d'entrée. Il n'est pas rare de les voir massacrer tout un équipage en surgissant sur le pont depuis les cales. Heureusement, ils ne semblent pas s'être propagés au-delà de l'archipel, mais il pourrait venir un jour où les attaques de Paulpovir deviendraient courantes. Ce sont des petites créatures sympas, ça. Est-ce que ça annonçait déjà Pillars of Eternity 2 et un semblant de bestiaire? C'est possible. On le verra. Ensuite, les monstres, c'est fait. Les nombreux visages de Berat. Il est bon de reconnaître le dieu des cycles, des portes, de la mortalité et de l'inévitabilité sous le nom de Berat, alors que les Véliens le reconnaissent sous le nom de Cyrano. Car s'il est une chose que Berat nous enseigne, c'est que la dualité existe en tout. Dans la vie se trouve la mort, et dans la mort se trouve la vie. Acceptez cette dualité, et vous honorerez Berat. Dans les ruines d'Eir Glanfat, Berat était représenté sous la forme de deux personnages à moitié squelettiques, un homme et une femme. Bewen i Ankiu et Ankiu i Bewen, littéralement vie dans la mort et mort dans la vie, dans la langue Glanfatale. Homme et femme, intérieur et extérieur, vie et mort, on imagine souvent Berat comme les deux faces d'une pièce ou les deux extrémités d'un voyage. On raconte que Berat est le dieu auquel les gens s'adressent le plus. C'est sûrement vrai. Qui n'a pas prié pour que le cycle se brise? Qui n'a pas, dans un moment de tristesse, demandé à Berat qu'il fasse une exception pour un de nos proches disparus?
Peut-être que Berat ne peut pas sauver les gens que l'on aime, mais il répond aux prières à sa divine façon. Berat est le dieu qui fait se terminer la vie par la mort, mais il est aussi le dieu qui fait se terminer la mort par la vie. Berat, Cyrano, Bewen, Ankiu, I Bewen, quelle que soit la manière dont vous l'appelez, mérite nos prières, car il nous promet un éternel renouveau de la vie. Très bien, très bien, très bien. Berat, dieu de la mort et dieu de la vie. Les lunes d'Eora. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, Eora? Je ne sais plus. On en a entendu parler? Peut-être. Regardez dans le ciel nocturne et vous verrez la lune Belafa. Omniprésente et persistante, elle demeure en vue, mais est également hors de portée. Ce que de nombreuses personnes ne savent pas cependant, c'est que notre monde est mis en orbite par deux lunes, Belafa et Kolda. Belafa. Basse et large dans le ciel, Belafa chemine rapidement dans sa course autour du monde, achevant son orbite en à peu près 18 jours. Cette proximité, sa vitesse, peuvent provoquer des conditions de marée extrêmes dans certaines régions, faisant alterner les eaux si rapidement que certaines superbes régions côtières sont virtuellement inhabitables une bonne partie de l'année. Avant d'avoir découvert la vérité derrière la cause des marées, la légende affirmait qu'Ondra, la déesse de la mer, était amoureuse de la lune et lorsqu'elle la vit dans le ciel, les marées, les grandes vagues et les violentes tempêtes elle comprit que c'était en fait ses tentatives pour l'atteindre. C'est pourquoi la lune est officiellement appelée Sen Belafa ou Ondra Belafa, l'aimée ou l'aimé d'Ondra. Kolda. Il y a 315 ans, le grand empire de Veyla subit de terribles tempêtes et de terrifiantes grandes marées. Les archives montrent que même la chose s'est produite dans l'empire d'Aedir et que plusieurs nouvelles colonies édiranes le long de la côte de Direwood furent complètement détruites par les tempêtes et les hautes marées qui submergèrent les colonies. À cette époque, au cours d'une éclipse, les astronomes Glanfatan remarquèrent quelque chose de petit en orbite près du bord de Belafa. Après des études approfondies, ils réalisèrent qu'il s'agissait d'un petit satellite avec une orbite extrêmement irrégulière. Ils la nommèrent Kolda Deb, ou le coureur noir. Étant plus petite que Belafa, elle n'exerce pas un grand effet sur le monde, mais lorsqu'elle s'aligne avec l'orbite de Belafa, elle déchaîne les marées et le temps. Ceci se produit avec une fréquence et une sévérité erratiques qui ont été surnommées les marées des amoureux. Kolda ne fait qu'un avec le mythe d'Ondra et lorsqu'elles sont toutes deux visibles, son désir de l'atteindre est multiplié par 10, ce qui provoque de terribles temps. Bon, on en sait plus maintenant sur les lunes d'Eora. Les douzaines. Ah! Alors eux, Coraline n'est absolument pas fan de ce groupe, même s'ils ont participé à la guerre des Saints. Les douzaines, ce sont plutôt des on va dire, genre malfrats quand même. Hein. Disons qu'ils bossent pour eux, principalement. Il y a 300 ans, sur le pont d'Evon Daerw, 7 hommes et 5 femmes combattirent vaillamment pour protéger leur terre. Ils se portèrent volontaires pour cette mission, sachant qu'il ne dépendait que d'eux et d'eux seuls d'empêcher Saint Whedon de traverser le pont. Et ils réussirent même, si 8 d'entre eux périrent au combat. Grâce à eux, Whedon se trouvait sur le pont quand le marteau divin détonna. Les 4 survivants disparurent, eux aussi dans l'explosion, mais leur sacrifice témoigne de leur dévouement. Les douzaines, un groupe formé pour assurer la protection du Direwood, fut fondé en l'honneur de ces hommes et de ces femmes.
En effet, ils sont considérés à titre posthume par les douzaines comme leurs véritables fondateurs. Initialement, le groupe se consacrait à protéger le Direwood des risques d'invasion en patrouillant inlassablement le long des frontières à la recherche de forces Red-Serran se regroupant pour une nouvelle attaque. Ne se concrétisant jamais, nombreux furent les membres des douzaines à penser que la prochaine menace viendrait des loyalistes éotasianes vivant dans le Direwood. Ils tournèrent donc leur attention vers l'intérieur du pays. Tous les nouveaux membres des douzaines doivent faire le serment qu'ils se souviendront du sacrifice de leur fondateur et que Red-Serran et les adeptes d'Éotas n'échapperont pas à leur vigilance. C'est pour cela que les adeptes d'Éotas sont régulièrement harcelés par les douzaines. La mentalité de ce groupe peut sembler difficile de prime abord dans la mesure où la dévotion fanatique tend à éclipser les idéaux. Mais les 12 d'origine ont consciemment sacrifié leur vie pour le Direwood. Du point de vue des douzaines, les nouveaux membres ne peuvent pas être moins impliqués dans la défense de leur pays. Et quel meilleur moyen d'honorer les fondateurs? Les douzaines ne sont pas un grand groupe, mais ce qui leur fait défaut en taille, ils le compensent par leur dévotion fervente à leur cause et leur don pour se faire entendre du peuple. Cela fait d'eux un groupe impossible à négliger, et il n'y a pas meilleur qu'eux quand il s'agit d'exploiter l'héritage de Whedon dans un discours. Une petite, mais influente minorité d'extrémistes parmi les douzaines souhaite une nouvelle guerre contre Red-Serras. Ils évoquent aussi l'élimination de tous les fidèles d'Éotas qui vivent dans le Direwood. Plus récemment, ils ont commencé à voir dans la pratique de l'animancie une cause possible de l'héritage, et ils ont manifesté dans les rues de la baie du Défi ainsi que dans les chemins poussiéreux de nombreuses colonies éloignées afin de rallier l'opinion publique à leur cause. Certains y voient une des raisons de la résurgence de groupes d'autodéfense et de violence dans le pays. Voilà pourquoi Coraline n'adhère pas à ce genre de groupe. Ce sont principalement des fanatiques. C'est donc refusé. Les crocs, alors là, honnêtement, je ne me rappelle pas du tout où est-ce qu'on a pu entendre parler des crocs. Comme je l'ai indiqué, on sait peu de choses sur ce groupe en général, parce qu'il n'accueille aucun étranger parmi eux. Nombreux pensent qu'ils sont xénophobes et ouvertement hostiles envers quiconque entre dans Eir Glanfat. La vérité ne semble pas être aussi évidente ou mortelle, et certainement pas aussi simple. Il existe de nombreux endroits dans Eir Glanfat qui pourraient être qualifiés de magiques ou de sacrés pour les Glanfatan. Une légende affirme que les Engwitan qui avaient subitement abandonné leur royaume pour des lieux inconnus prirent le temps de guider les anciennes tribus Glanfatan vers le nouveau territoire vacant. Les Glanfatan obtinrent une région fertile en guise de nouvelles terres, mais en retour, la compensation d'un serment était requise. Les Glanfatan reçurent l'instruction de protéger les ruines Engwitan jusqu'au moment où ils pourraient revenir. Ils devaient jurer qu'aucune personne vivante, y compris les Glanfatan eux-mêmes, ne recevrait l'autorisation d'entrer dans les ruines. Des versions différentes suggèrent que les Glanfatan reçurent plus que l'assurance d'une patrie. Oui, reçurent plus que l'assurance d'une patrie. Les Engwitan étaient le peuple élu des dieux et que le respect de leur serment leur conférerait les mêmes bénéfices en temps voulu. Étrangement, les règles ne semblent pas s'appliquer aussi strictement dans les limites des ormes jumeaux, un site construit sur une grande concentration de structures Engwitan. Mais il semble qu'il s'agisse moins d'une négligence sélective de la part des Glanfatan que probablement d'une partie des conditions de la convention originale. En tous les cas, les Glanfatan prirent leur rôle de gardiens au sérieux.
vénérant les sites et développant des rituels destinés à protéger et garder les ruines. Avec le temps, ces rituels devinrent des formalités de routine pour certains, tenant autant lieu de légendes ou de superstitions que n'importe quelles histoires du passé. Pour autant, les Glanfattan n'ont pas mis un terme à toutes les tentatives de respecter leurs serments. Voir la section concernant des traités des 10 ans dans mon livre sur Admet Adret. Mais la profonde dévotion tendait à varier d'une tribu à l'autre et d'un clan à l'autre. Pas avec les Fang, cependant. Les Fang sont un groupe lié non pas par des liens de parenté ou même de communauté, mais par croyance. De tous les autres groupes des Irglanfat, les Fang semblent les plus déterminés à garder la promesse de leurs ancêtres faite aux Engwitan. Ce n'est pas simplement parce que leurs fanatiques et leurs zèles ne sont pas aussi démesurés que certains le pensent qu'ils en sont moins dangereux. Les Fang ne sont pas connus pour raisonner avec ceux qu'ils considèrent comme des transgresseurs. S'ils ont le sentiment que vous avez d'une manière ou d'une autre violé le caractère saint d'un espace sacré, leur jugement sera rapide et précis. Des rapports d'attaque de Fang peuvent être consultés dans les archives datant des premières explorations coloniales des Irglanfat, et même le plus petit des affronts perçus peut valoir une exécution. L'ordre lui-même semble être composé principalement de chasseurs. On ne sait pas s'ils sont recrutés comme des chasseurs doués ou formés une fois admis dans l'ordre. D'après tous les récits, une fois qu'ils rejoignent les Fang, la chasse au gibier vient après la patrouille dans Eirglanfat et la protection des ruines, et l'auteur penche du côté de la première éventualité. Mais oui, bien sûr, on les a croisés à plusieurs reprises du côté des ormes. Les crocs. C'était ici. L'énigmatique dieu du froid. Alors, ça, on a dû le rencontrer à Noonfrost, dans les ormes jumeaux, avec les elfes qui avaient pris possession du temple. Les jeunes étudiants sont souvent perturbés par la fonction en apparence redondante de Berat et de Rimgrand, car ils régissent tous deux le domaine de la mort. Berat supervise le cycle de la vie et de la mort et de la renaissance. Rimgrand est responsable de l'acte froid et destructeur de la mort. La différence entre les deux n'est pas toujours évidente pour les novices, jusqu'à ce qu'ils perdent un proche et doivent se faire à son absence. C'est Berat qui détermine que nous renaîtrons, comme il détermine que nous allons mourir, mais Rimgrand est le bourreau. Il nous montre que toute vie se termine dans l'immobilité. Il me suffit de leur montrer le symbole de Rimgrand, le crâne, blanchâtre d'auroch qui a été trouvé gravé dans la plus ancienne ruine Engwitan. C'est un symbole de mort et de fatalité dans toutes les cultures. Tout enfant qui a passé 4 hivers n'a pas besoin qu'on lui explique ce que signifie ce symbole. Rimgrand n'incarne pas seulement la mort, mais toutes les manifestations de la déchéance, que ce soit la famine, les épidémies ou simplement la malchance. Rimgrand est un dieu primordial, aussi silencieux et impénétrable que la mort. Il n'a pas besoin de se faire connaître quand il traverse une contrée. Les histoires racontant ses terrifiantes incursions sur les terres d'Éora sont innombrables. Quand la bête de l'hiver se réveille, des vents glaciaux se mettent à souffler, et chacun de ses pas est suivi de hurlements sauvages. Quand la bête plante un sabot dans le sol, toute vie devient poussière. Les fidèles de Rimgrand s'évertuent à dire que même la vie d'un autre dieu peut s'achever dans l'immobilité. Ils disent que les autres dieux doivent fuir la bête de l'hiver et sa maîtrise de la mort, mais on ne sait pas si cette vantardise contient une part de vérité ou non.
Bien que la bête de l'hiver soit enveloppée d'un nuage de givre, ceux qui ont perçu l'hirsute monstre blanc disent que l'on peut voir accrocher, ou peut-être gelé, à sa fourrure les âmes des trépassés. Les nains australes connaissent à ce sujet de nombreuses histoires suivant une trame assez similaire. Un héros impétueux cherche la bête de l'hiver pour sauver les âmes emprisonnées dans sa fourrure. Ces contes ne finissent jamais bien. Même si le héros réussit à sauver l'âme de sa bien-aimée, il meurt en la libérant. Dans une véritable histoire qui met en scène Rimgand, et le héros finit dans l'immobilité. Eh ben d'accord, très bien, Rimgand, avec un nom dégueulasse en bouche à prononcer. Le grand cerf de l'Ouest. Le grand cerf de l'Ouest. Alors là, c'était plutôt quand on était du côté de... Ah, j'ai mangé le nom. Ah ouais, Prairie Noire, Croisée de Margane, Val d'Orée, voilà. Ça doit être ça. Alors, où est-ce qu'il est, ce grand cerf de l'Ouest? Le voici. Un jour, Éotas, assis sur un mur, regardant un chat jouer au soleil. Un cristal suspendu dans un arbre à proximité avait fragmenté un rayon de soleil et dispersé de particules de lumière sur le sol. Elle dansait autour du chat, glissant sur lui alors qu'il s'agitait frénétiquement sur elle. Il tournoya sur place, suivant l'une d'elles qui passa à côté de lui à toute vitesse et sauta dessus, tentant de l'attraper. Éotas sourit, amusé par la ténacité de l'animal. Le chat atterrit sur un point, plaçant ses pattes dessus et le regardant voltiger ailleurs à nouveau. Éotas regardait la queue du chat se contracter et frapper le sol, contrarié de voir sa proie lui échapper. « Pourquoi faut-il que tu le taquines ?» dit une voix derrière lui, accompagnée du crissement des sandales sur le gravier. « J'apporte simplement l'aube, » répondit Éotas. « Je n'alimente pas le cœur du chasseur. C'est de ta responsabilité, n'est-ce pas ? » « C'est vrai, » dit une deuxième voix. « Mais aucune raison de t'en dédouaner. Si le chasseur ne pouvait pas voir sa proie, continuerait-il à chasser ? » Si philosophique, Iléa, dit Éotas en se tournant pour accueillir les deux dieux qui s'approchaient de lui. Êtes-vous venus pour débattre du parallèle entre la vue et le désir ? Il fit un geste vers le mur, incitant Iléa et Galawain à le rejoindre. Ils s'assirent en silence, regardant le chat qui continuait à pourchasser le soleil, tapant en vain sur une autre particule, puis se roulant sur le dos. « J'ai créé la proie ultime, » dit enfin Éotas, brisant le silence. « Elle peut être traquée, elle peut être suivie, elle peut être vue, mais elle ne peut jamais être capturée. » Galawain rit légèrement. « Tu n'es pas d'accord, Galawain ?» demanda Éotas. « Bien qu'il soit vrai que ta création soit insaisissable, elle peut difficilement être considérée comme la proie ultime, parce qu'elle ne peut pas être capturée. » Il fit une pause, le front plissé par ses pensées. « Si cette particule de lumière avait une substance, le chasseur pourrait la soumettre. Sinon, c'est uniquement un rêve, un effort stérile. » Toutes les créatures passent leur vie à poursuivre des efforts stériles, dit Iléa. C'est la voie de la mortalité. Galawain rit encore. Je pourrais créer une créature vivante de chair et de sang qui ne serait jamais capturée. Je fais de ton rêve une réalité. C'était maintenant au tour d'Éotas de rire. Tu proposes de transformer un rêve vain en une réalité vaine. Quel est l'intérêt ? Une vie passée à la poursuite d'un objectif accessible l'emporte très nettement. Mais tu viens de dire que personne ne pourrait capturer cette créature. C'est inaccessible. Galawain sourit. L'humanité nous a déjà surpris auparavant, et elle pourrait bien nous surprendre encore.
Je créerai un grand cerf blanc, et je le lâcherai dans le monde. Il aura la grâce, la résilience et la ténacité. Il existera uniquement pour être poursuivi chacun de ses jours, et il ne sera jamais capturé. Il servira à inspirer la chasse aux générations à venir. Tous ceux qui courent après la gloire invoqueront mon nom. Tous ceux qui entendront son histoire demanderont ma bénédiction pour le retrouver. Iléa secoua la tête et lança à Galawain un regard perplexe. Je ne pense pas que ce soit possible. Je ferai moi aussi une offre. À la personne capturant ce cerf, et il sera capturé, je conférerai sa grâce, sa résilience et sa ténacité. Elle recevra une triple bénédiction. On me demandera ma bénédiction pour la chasse pour obtenir ses faveurs. Galawain et Iléa continuèrent à discuter du nom qui serait invoqué le plus au cours de la chasse. Éotas soupira, un petit sourire se dessinant au coin de sa bouche. Il se leva et regarda le ciel. Le soleil avait déjà commencé à se cacher derrière les montagnes. Le chat, fatigué depuis longtemps par le harcèlement des particules, s'était endormi sous l'arbre. Il se tourna et regarda les autres dieux, absorbé par leur débat, et soupira à nouveau. « J'apporte simplement l'aube, répéta-t-il en marchant sur le chemin. C'est à toi de voir ce que je révèle. » C'était sympathique cette petite histoire sur la création du grand cerf blanc. Sagani, ça a été tout à fait son kiff, bien sûr, puisqu'elle est la première concernée. C'était cool. Alors, à ce stade, je vais checker à combien nous en sommes. 51 minutes quand même. Le grand cerf, c'est fait. Alors, en repère, je pourrais prendre la liste des bouquins du Dyerwood. Là, j'en ai lu, j'ai dû en lire à peu près la moitié. Ouais, c'est ça. Donc, ce que nous allons faire. Attention, ça ne rigole pas. Coraline ferme son dernier livre, le repose sur une des étagères. Ah tiens, il y a une chose que je pourrais tenter, que je n'ai jamais fait, ce serait... Est-ce que ça va être possible? Je laisse ça là. Alors, autres. Ils sont toujours classés par type d'objet. Et ça démarre ici. Ah zut! Il faut que je les pose deux par deux. Petit test. Va voir par là, Coraline. Si je fais ça, je les ai mis à... Tac, tac. Je ne peux pas les cumuler. Ah, c'est bizarre. Si je ferme que je... Ah ouais, ok, on peut les laisser. Alors, dans beaucoup de jeux, ce que j'ai dans mon souvenir, c'est que le fait de mettre dans des étagères des objets, on les perdait au bout d'un moment, parce que c'était très souvent buggé. Là, à la limite, ça n'a pas grande importance, puisque je ne comptais pas les vendre. Coraline est respectueuse de tout ce qui est connaissance par les livres. Si je prends les trois... Ah ouais, c'est très bizarre ça, je ne peux pas les cumuler. Bon, bah c'est pas grave. On va faire des trucs comme ça. Alors les prières éotasianes, oui, je m'en rappelle. Les monstres de l'archipel du feu éteint, bien sûr. Les nombreux visages de Berat aussi. Les lunes des auras. Bon, ce qui est cool, c'est que les créateurs du jeu se sont quand même cassés la nénette hein, pour faire les histoires. L'énigmatique dieu du froid. Ok, ah ça il faut que je le repose. Et il va se reclasser là automatiquement. Donc c'est impeccable. Allez, on va faire ça. Ça vire. Clac, clac. Alors pourquoi je fais ça? Eh bien c'est pour que à la prochaine session de lecture,
je puisse retomber forcément sur les bouquins que je n'aurais pas lus. Ah, toi, il est full ton inventaire. D'accord, ok. Ok, ok. On reprend. Autre. Ouais, je peux pas les envoyer en double clic. Ah bah voilà. Ça, c'est fait. On va considérer que ça nous aura pris quelques heures. Hein. Qui a tout? Zut. C'était lui. Hop, hop, hop. Allez, Gina, merci de les ranger. Très bien. Allez, suivez-moi. On sort. On va aller passer nos niveaux. Et puis, on va descendre à la Dragonne d'Adra pour voir comment ça peut se passer bien ou pas. Ce qui peut être intéressant, impérativement d'ailleurs, c'est pas que intéressant, ça va être d'essayer d'éliminer encore une fois les ennemis qui sont tout autour, hein, mais je crois que c'était pas faisable. J'avais testé, puis ils avaient fini par arriver en fait, mais ils avaient mis un petit moment, donc c'était pas mal. Alors, qu'est-ce que ça va nous proposer ça? Là, attention, c'est pas rien. Miss Sagani, niveau 12. Elle n'a que 6 points, je peux plus lui augmenter la mécanique. Donc là, les pièges, peut-être que je n'arriverai plus à en déverrouiller certains qui auront un niveau trop élevé. Je vais lui remettre en furtivité. De toute façon, je ne pouvais pas plus. Et ton dernier point, bah écoute, je t'accorde un point en connaissance. Voilà, tu l'as mérité. Alors, dernier talent à prendre. En offensif, ce qui serait peut-être bien, en talent offensif. Alors, il faut que je reprenne sa fiche. C'était quoi, elle? Talent. Arme, formation paysan ou formation aventurier? Ah oui, elle a un arc de guerre, donc c'est formation aventurier avant tout. Formation aventurier, parce que là, ça lui donne une précision de 6. Formation aventurier. Alors, j'ai dit furtivité, ça. Formation aventurier. Chevalier noble, joyeux soldat. Non, je peux pas. Style de main. Passif en mêlée uniquement. Non. Je pourrais pas lui redonner plus en arc. Bon, tant pis. 2 armes, une main. Artilleur. Tireur d'élite. Passif. Précision plus 5 contre les ennemis à distance. C'est quand même pas mal. Ou alors son pet. Compagnon résistant. Réduction de dégâts 6. Lien renforcé, c'est passif. Oh non, je vais lui octroyer quand même le tireur d'élite là. On y va. C'était donc son dernier passage de niveau. Dac. Durance. Alors, Durance, furtivité, non. Athlétisme, je pense pas que ça serve maintenant. Survie, c'est bien. Allez, je te mets en survie, ça peut être largement utile. Tu vas pouvoir apprendre quoi? Alors, pas de nouveau en déverrouillage de classe. Et donc, c'est uniquement le talent lui aussi. Peut-être en défensif. Pas tenir la ligne. Imparable. Ah, défense contre aveuglement, immobilisation, renversement, entrave, étourdissement. C'est pas mal. Désengagement, déviation. Ah, je vais peut-être lui mettre ça. Hein. Allez.
S'il peut se blinder un peu plus pour résister au charme. Allotte, force de frappe incontournable. Furtivité, pas sûr. La survie, tiens. Sortilège de niveau 6. Anneau de la mort. 6e niveau, moyenne. Une zone d'effet de 7 mètres de rayon autour du jeteur de sort. Ouais, pouvoir martial. Il en a combien à prendre? Un seul? Pouvoir martial de Sitzal. Déviation, précision, puissance, constitution. On jette ça sur qui? Sur le jeteur de sorts, ouais. Je suis pas fan des sorts qui ne concernent que lui. Ah, zone d'effet sur les ennemis. Étourdissement pendant 14 secondes. Intoxication pendant 16 secondes. Paralysie pendant 8 secondes. D'accord. Pas mal ça. Je prends. Je peux ou je peux pas? J'en choisis un. Ah, suivant, pardon. Oh là, oh, bonus de sort de niveau 3. Non, je pense que j'ai assez. Explosion pénétrante. Modifie l'explosion de base. Ok. Charge de grimoire. Confère une charge de grimoire. Un par rencontre. Ah, ça c'est pas mal. D'écraser un ennemi. Ah bah oui, mais ça c'est ça l'oblige à s'approcher. C'est pas mal quand même. Voile mystérieux. 2 par repos. Déviation plus 50. Ouais, c'est correct, mais je ne penserai pas à l'utiliser. Utilitaire. Piou, 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 piou. Bandage, médecine de terrain, non. Poche profonde, il pourrait avoir ou des potions ou des parchemins en plus, mais enfin. Non, en défensif. Ah bah à ce moment-là, comme Durance, une protection contre aveuglement, immobilisation, renversement, entrave et étourdissement. On y va les gars. Nos lanceurs de sorts vont avoir un bonus un petit peu plus costaud là-dessus. Palais de Gina, tu as que 6. Bon, je t'accorde de la furtivité, mais alors, ouais, c'est vraiment histoire de... Ah ouais, elle était minable en fait, elle. Ensuite, imposition des mains majeures, foi profonde, passif, déviation, plus 12 à toutes les défenses à l'exception de déviation. Eh ben, je vais prendre ça. Parce qu'elle a quand même mangé chaud sur les combats. C'était elle qui était la moins protégée. Monsieur Eder, tu vas nous faire une survie de diable. Bonus de renversement. Ça ferait 3 par rencontre. Maîtrise des armes, soldat, grande épée, pique. Ah oui, mais je crois pas que ce soit une grande épée qu'il est. Attention, attention. Offensif, attaque féroce. C'est un mode. Ah, alors, ouais, non, les modes, je vais pas m'en tirer, moi. 3 par repos, une frappe empoisonnée, 61 dégâts bruts pendant 9 secondes. C'est pas mal, ça. En défensif, forteresse mentale. Ah, ça, c'est pas mal quand même. Plus 10 contre le charme, la terreur, l'effroi, la domination et la confusion. Ouais, c'est bien. Allez, je prends. On va se blinder. Enfin, se blinder, c'est un bien grand mot. Donnons-nous un peu plus de chance. Et enfin, nous-mêmes, Coraline de tir. Coraline, bah écoute, je sais pas, je vais t'augmenter ton athlétisme. Qu'est-ce qu'elle est mimi comme tout dans cette tunique, dans cette cotte de maille. Il te reste 3 points, bah, je te mets mécanique, mais c'est vraiment pour pas gâcher. Ensuite, j'ai jamais pris foi profonde, c'est un passif. Plus 3 à toutes les défenses à l'exception de déviation. Ouais. Ça pourrait être pas mal, un passif. En défensif, je
pourrais faire le... Attaque prudente. Non, c'est du modal. Utilitaire. Piou, 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 piou. Cœur de la tempête, c'est quoi ça? Des dégâts électriques en passif? Ah ouais? Réduction des dégâts. Ouais. Flamme intense, 2 par rencontre. Dégâts brûlants. Augmente la puissance des flammes de la dévotion, ce qui accroît ses dégâts. Flamme de la dévotion. Ah ouais, c'était pas mal ça. Plus 25% de dégâts brûlants. Je prends. Qu'est-ce que j'ai dit? Flamme de la dévotion. Alors attention les yeux, j'espère que c'est bien ce à quoi je pense. Pas du tout. Comment ça? Ah si, c'est celui-là quand même. Attaque maximum. Ouais, ok, ok. Dégâts brûlants, bim bam boum. Donc en fait c'est le même sort bien sûr qu'à Palegina et c'est vrai que je l'utilise machinalement assez fréquemment. Là on est bon. En repas on est pas mal. Alotte, parchemin de jet brûlant, tourbillon, image miroir, ouais. Durance, est-ce qu'il ne serait pas bien? Requiert 6, parchemin de prière contre les entraves, pourquoi pas? Parchemin de prière contre la désorientation, il ne peut pas, faut 8. Plouch, les pièges de Sagani. Alors, ça va nous servir. Pluie de fléchettes, jet bouillant, lance solaire, c'est quand même balèze, ça. Ça calme. On va essayer de blinder nos enchantements. Quoi? Tu plaisantes? Je suis seulement à 5 sur 12 avec Coraline, c'est normal ça? Ensorcellement mineur, rayon de soleil, stimulation de l'immunité et raffiné. Moins de 50% de vitesse de poison, 50% de vitesse de maladie, ok. Rayon de soleil x3. Et alors pourquoi j'avais pas remis celle-ci? Deuxième chance en cas d'évanouissement, ouais. Tranchant, perforant électrique. Résistance aux dégâts 11. Tranchant et contondant. Ah ouais. Bon. J'augmente celle-ci. On va la passer en qualité exceptionnelle. Ce qui est mieux. Réduction de dégâts comme ça. Ok. On va se faire un bonus d'attribut. Constitution. Détermination, dextérité, perception, puissance. Ah oui, non, carrément, constitution plus 2. Bah ouais, c'est bien ça. Et je ne peux pas plus. Ah si, à l'épreuve des perforations, des lacérations, des dégâts givrants, alors peut-être des lacérations. Réduction de dégâts tranchants. Le problème, c'est que la dragonne, là, je ne sais pas ce qu'elle fait. Alors la dragonne et les dragons en général, hein. Réduction des dégâts brûlants. Je prends. 12 sur 12, Coraline. Écoute, c'est pas mal. L'anneau, je peux rien en faire. Clac, 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 clac. Ce serait peut-être pas idiot d'enchanter un maximum de nos objets, en fait. Ah non, pardon. Les objets qui sont seulement raffinés, on peut pas. Ah, dommage. Eder. Eder, t'es à combien, là? 8 sur 12. Allez, je t'en mets un autre. Qualité, t'es seulement en raffiné. Je te colle ça en exceptionnel. Plus 8 et 30% de dégâts. Est-ce que je peux te... Non, je ne peux pas te faire mieux. C'est déjà pas mal. Palegina, c'est ton armure ou ton arme? 8 sur 12. Qualité exceptionnelle. Allez! C'est bien ça. Alotte. Alors Alotte, je vais plutôt
plutôt privilégier ta parure. Non, vraiment pas. Bah, je crois que j'ai pas mal tapé dans, dans notre réserve d'enchantement. Durance. T'es à 10 sur 12, t'as droit à quelque chose? Pas du tout. Ah si, exceptionnel. Allez. Sagani, ça c'est important. 11 sur 12, je peux pas faire mieux. Précis. C'est raffiné. Non, faut pas que je change ça. Ça non plus. Est-ce que ton armure, oui, ton armure peau protectrice à Dirbel. En qualité, je te passe exceptionnel aussi. Je te colle de la constitution aussi. Et ça s'arrêtera là. Et ton arc 11 sur 12, je ne pense pas faire mieux. On a dit non. Ah, pas du tout. Ok. Bon, bah, je crois que c'est aux petits oignons tout ça, hein. Qu'est-ce que je peux faire de plus? On va ranger ça. Allez, tous les objets magiques, là, ça bouge. Les repas, on est OK. Les potions, que je fasse gaffe. Chaleur du souvenir de la vie, c'est quoi déjà ça? Ça booste l'endurance, mais je ne l'ai pas trop utilisé. Alors, je l'enlève. On va lui mettre un potion de regard impitoyable. 15% des coups pour le critique, c'est top. Eder, double magique, non, fous-moi ça en l'air. Et je te mets peinture de guerre, précision, dégâts, endurance, vas-y, prends. Palais de Gina, rempart contre les éléments, pourquoi pas. Endurance majeure, ouais. Endurance, ce serait peut-être bien que tu aies récupération majeure, ça peut te sauver les fesses. Sagani, avec ta visée surnaturelle, c'est bien. Bah écoutez, je crois que on est pas mal. Donc, pour nous rendre là où ça nous intéresse sur le lieu du combat, on va prendre le raccourci comme d'hab. Je vais boire un coup parce que là, ça va être un gros morceau. J'ai la compétence à utiliser contre les dracs et les dragons avec Coraline. Ouais, c'est là. Bien sûr que ce groupe est parfait. Je descends au niveau 14. Je suis sûr, persuadé qu'elle nous entend arriver. C'est une évidence. Oh, va falloir que je crée une sauvegarde spécifique. J'avais dû déjà le faire, donc je vais la remplacer. Ici, escalier. On y va. Dernière chose à vérifier quand même, c'est d'enchanter les derniers objets jaunes que l'on pourrait avoir pour grappiller des petites stats. Allez, on va se tenter un premier combat. Et on va finir là-dessus. Et on retentera bien sûr, parce que je doute que ça passe, mais ça c'est mon côté optimiste du moment. Ça m'étonnerait fort que ça passe. Alors surtout, il faut que je crée la sauvegarde. J'allais dire ici, mais non, pas forcément. Pas forcément du tout. Coraline. Ça peut pas s'enchanter. Clac, 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 clac. Ton arme, elle est comment? 12 sur 12. Je check une dernière fois. Eder, 10 sur 12. Je peux pas te grappiller un truc là de dernière minute? Non. Donc Eder, si, c'est son armure. Je passe en exceptionnel. Oh là là, je serais passé à côté de ça. Quand même. Eder, c'est bon. Palais de Gina. 6 sur 12, ma pauvre cocotte. Attends, excuse-moi. Exceptionnel pour tout le monde. Mais c'est génial. Ok. Et ton arme, bah ton arme, on est bon.
Tant que j'y suis, ton gun, 4 sur 12, mais exceptionnel aussi. Les dégâts secondaires corrosifs, ça me plaît. 9 sur 12. Et tu vas nous faire quelque chose de bien. Alors, pour le coup, ça va être contre quoi? Il faut que je sache contre les dragons. Ça va être notre leitmotiv, hein. Éradicateur de dragons. Ah! Ton gambison d'Angio, mon petit Durance, là, qu'est-ce que c'est que ça? Vas-y, vas-y, profite. De la constitution, plus 2. Il me reste un point à te mettre à l'épreuve des dégâts. Boutchou, boutchou, contondant. Allez. Pas mal, Durance, pas mal, hein. Ton arbalète, il serait peut-être... Ah non, elle est au taquet, c'est cool. Sagani, je peux te grappiller, je suis sûr, quelque chose sur ta petite armurette. Ça a déjà été fait. Ok. Reste l'histoire du pistolet. Sauvegarder la partie. Chemin infini, Kenua, ça c'est automatique, automatique. Rapide. Reprise Bright Hollow, reprise chemin infini niveau 15. Bataille de Yenwood, fin acte 2, fin acte 3. Clé plombée, sabre. Ah ouais, ok. Bon, bah je sauvegarde. Je vais enregistrer, pardon. Ah merde, qu'est-ce que j'ai fait là? Sauvegarder, chemin infini, gna gna gna. Alors. Dragon. Dadra. Forteresse. Voilà, enregistré. On est bon. On descend. On descend prudemment, bien sûr. On se cache dans l'ombre. Ah la vache, elle débarque là. Et c'est une bête. C'est ça que je voulais savoir. Donc. Donc. Et si on se mettait là? Pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas? Alors, on a dit pour Palegina, et ce sera notre dernière opération d'enchantement, que c'était contre les bêtes. Excellent. On ferme. Là, on est bien, hein. Sagani, tu vas nous mettre le piège. Ouh, j'ai pas dormi. Quelle lamentable erreur commise. Mais c'est pas vrai. Bah, de toute façon, ça change pas grand-chose parce que je vais faire un combat, ça passe ou ça casse. Ouais, vas-y, vas-y, mets-le, mets-le. Ouh là là, non, 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 non. Non, c'est naze. Non, 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 c'est naze, ça, les gars. Qu'est-ce que tu cicotes Bon, c'était pour voir. Chargé. Alors. Uxexeti Kamafour et ça. Comment j'ai appelé déjà? Dragon. Je le vois pas. Au secours. Reprise. Tadra forteresse. Ah ok, quand on met trop de caractères, en fait, il nous supprime. Il nous supprime les premières lettres. C'est sympa de prévenir. Bon, vous voyez cette première tentative merdeuse. Comment c'est un peu compliqué. Alors ça veut dire qu'il faut que je... Ah zut, téléphone, je reviens. Bon, ça m'a sorti de ma réflexion. Bah, je sais plus ce que je disais moi. Ah oui, je devais faire l'enchantement de Palegina parce que... Et je resauvegarde après, c'est ça, hein. Oui, c'est ça. Mortel contre les bêtes. J'enchante, je ferme, je crée la sauvegarde qui va servir. Alors, Dragon d'Adra Forteresse, je prends.
Ok, donc on va se placer où? Vu l'intensité et l'air d'effet de son attaque, c'est chaud, hein. Alors, mettez-vous dans l'ombre. Petite Sagani, met ta lance solaire, mais vraiment là, au pied des escaliers. Plouch, va voir où c'est que qu'elle loge. Ah ouais, j'avais réussi à passer comme ça. Ah! Aïe 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 aïe. Et on avait des Xoribs qui étaient là. J'avais pas essayé de contourner par là, je sais plus. Wow, t'es quoi toi? La Dragane, ah ouais, alors la Dragane c'est assez mortel. Si je déclenche le combat au nord, la Dragonne va me tomber dessus très vite, bien sûr. Et là, il y a l'Exorip. Alors, est-ce que je ferai pas déclenchement? J'élimine l'Exorip, je trace au maximum là, et on court. Et on court, et on court, et on court. Alors, auquel cas, Sagani, il faut que tu récupères ton piège. Viens dès là. Clac, clac, je lui ai donné 2 ordres à la suite. Voilà. Hop. Hop. Et maintenant, vous venez tous là. Alors, attention à ceux qui n'ont pas sauvegarde. Attention à ceux qui n'ont pas de survie démentielle. Pas de survie, de furtivité démentielle. Là, va falloir la jouer rouleau compresseur, hein. Ils sont pas si nombreux que ça, je crois. Ça se tente. On est niveau 12 quand même, bon Dieu de bon Dieu. Allez, juste pour le fun, je bourrine comme ça. Bof, je fais une pause. Les tireurs ici, je reprends à l'autre tout de suite. Là, c'est vraiment pour tester parce que j'ai même pas dormi. Couillon de la lune, c'est pas possible. Missile Minoletta. Ouch. Palegina. Ah, ça commence à tomber. Ouh là là, faut peut-être que je conserve mes sorts pour... Ouais, c'est pas mal. Approchez-vous, approchez-vous, approchez-vous. Si le dragon se pointe, après on est mal. Vas-y. Oh là là, ça y est. Oh là là. Oh my god. Barrez-vous. Mais pas tout le monde. J'avais pas fait ça la dernière fois, je sais plus. Allez, on clique, 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 on clique. Alot, te laisse pas emmerder, vas-y, vas-y. Ah merde, on a perdu Alot, bah c'est foutu. C'est complètement foutu. Est-ce qu'ils nous suivent jusqu'en haut? Alors c'est une intense réflexion. Le sol tremble à moitié, on dirait, hein, quand même. Mettez-vous bien comme ça. Ah ouais, c'est fermé. C'est qui ça? Bah t'es qui toi? Palegina, bah alors ma mère? Ouais. Il a soigne, on tabasse. De toute façon, je peux pas aller plus loin. Je sais pas comment faire. Je ne sais pas comment faire. Sagani est encore là. Ah non, on a perdu Sagani aussi. Voilà, ça sert à rien, on est bien d'accord, hein. C'est juste pour le fun. Pétrification, d'accord. Tiens bah, à la queue leu les gars, mais comment ça se fait que vous vous pointez juste comme ça Bon, ça... C'est quoi là? Qu'est-ce qu'il a lancé Revenez là, revenez au max. Mettez-vous bien. Je peux utiliser le sort de... Le sort de soin, de ranimation. Alors forcément, il n'y a pas un endroit où la dragonne ne peut pas passer.
Je suis en combat, je ne peux pas me mettre dans l'ombre. Ah ouais, ok. Wow! Calmos, Ginette, calmos! Cours, 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 les autres, descendez. Ça me rappelle quelque chose, hein, cette tactique. J'ai déjà vécu ça. Ah merde. Mauvais clic. Misclic. Bon. On va se faire une projection iconique là quand même. Est-ce qu'elle tombe vite? Ouais, c'est bizarre, je trouve qu'elle tombe assez vite par contre. Alors, est-ce que c'est dû au fait du niveau 12? Bon, il y a nos enchantements aussi, parce que là, vous voyez, je fais vraiment l'aspect rouleau compresseur. Quand tu veux, tu crèves par contre. Sans trop me préoccuper de... Ah, on a Itumak qui va nous sauter dessus. Escarmoucheurs, ce ne sont pas les plus méchants. Allez, allez, allez. J'ai vraiment fait de la bouse. Hein. Bah, oh là là, elle est ici. Elle est ici. Que faire, que faire, que faire? Et c'est qui ça? Sagani. Alors, attends, Eder. Fais-nous une réanimation sur Sagani. Par contre, Sagani, dès que tu te relèves, pause. Tu traces. Durance, tu traces. La dragonne n'a pas bougé. Alors, pourquoi je voulais récupérer Sagani, en fait? Parce que avec son arc, elle peut finir de shooter le Xorip. Non, qu'est-ce que tu fais, toi? Ouais, vas-y. Oh merde! Top, 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 top! Barrez-vous. Sure. Of course. Allez, 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 on remonte tranquillement. On va se retourner. Maintenant, on fait pause, on attaque. Ok, bon alors ça, on sait que ça peut être une possibilité de tracer. En fait, il faudrait que je déclenche le combat là, au niveau des Xorip. Je déclenche le combat. Ceux qui sont au corps à corps bastonnent normalement. Je les répartis sur la ligne. Les petits... Qu'est-ce qu'il y a? Ah, pardon. Alors, oui, très bien, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ce qu'on va faire, on va commencer par ça. Eder, mon pauvre, tu vas te faire une défense vigoureuse. Coraline, tu viens là. Itumak, tu viens là. Sagani, tu te barres. Durance, tu te barres. On va se répartir. Si on est... c'est qui ça? C'est Palegina. Ah non, mais attends, Palegina, t'es sérieuse là? Elle vient de tomber. Itumak attaque. Coraline, tu nous fais... Ah! Briseur d'écailles. Direct. Toi, tu bois cette potion-là. Toi, tu fais briseur d'écailles. Hein. C'est fait. On est d'accord. Sagani. Tu fais ta marque du chasseur. La dragonne est légèrement blessée. C'est incroyable. Incroyable. Durance. Durance. Stimulation des âmes. Vertueuse. Prière contre la trahison. Charme, affliction, c'est pas mal. Intercession mineure. Couronne des nains, les dieux des fonds et rosaillés présents dans la zone d'effet des bonus de perception. Non, ça c'est trop court. Ça c'est pas mal. On lance ça. On relâche. Là on voit le symbole. Coraline, ça y est, elle a lancé son sort. Itumak, toi t'as rien d'autre à faire. Durance, t'es en train de lancer ton truc. Eder, tu te soignes. Palegina est au sol, visiblement.
Ouais, bah oui. Alors, il est toujours que légèrement blessé. Vas-y, tape, 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 tape. On va lui faire aussi une révélation de son truc. Ennemi juré. On a bientôt perdu Eder. N'importe quoi, moi. Coraline, tu t'en sors pas trop mal. Autorité du Seigneur, je ne sais plus ce que c'est. On l'a blessé. Sagani continue. T'es pas un peu proche, Sagani? Non, ça va y aller. Coraline continue. Une lance mentale. Ensuite, tu vas te faire une imposition des... C'est foutu. C'est foutu. C'est foutu. Itumak est tombé. Voilà. Est-ce qu'elle pourrait passer Sagani en speedant? Clac. Alors, il faut que je reste sur la... Ouh là là, non, elle s'est fait croquer. Elle s'est fait croquer. Allez, je fais pause, je recharge. Sauvegarde rapide. Et puis, je vais stopper là pour le coup, hein, parce que c'est à étudier. Le principal, ce serait déjà d'essayer de garder tout le monde en vie. Ok, on démarre là. Je fais ma sauvegarde avec la reprise numéro 2. Enregistré. Donc, je vais appliquer ça. Je contourne la première ligne de bataille avec les tireurs. Et puis, je m'éloigne vers le tas de trésors pour pouvoir me concentrer après avec nos 6 persos sur la dragonne. Bon, ça, c'est dans mes rêves. Mais sait-on jamais. Allez, les amis, on dit à très très vite. Salut, salut.